quand même un terroriste d'extrême droite qui avait dénoncé pour la première fois médiatiquement le grand remplacement et qui avait été à un camp d'été de jeunes du parti travailliste, il me semble, norvégien, et qui avait assassiné 80 personnes, 80 jeunes, de 14 à 18 ans. C'est la première fois que j'ai entendu parler de grand remplacement. Et il a dit, vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui vont prendre le flambeau. Aujourd'hui, on le voit, le flambeau qui a été repris, ici en France. En France, il a été incarné aujourd'hui. Il y a des gens qui ont commis des attentats en France au nom du grand remplacement. Aujourd'hui, il y a des... L'idéologie dominante, on en parle partout, que ce soit dans les médias, dans les groupes sociaux, dans les cercles entre amis. Il y a toujours, on a l'impression, une idée qui domine le débat et qui est l'idée par défaut. Pendant longtemps caractérisée à gauche dans les médias, elle a récemment reçu un rééquilibrage énorme, en tout cas ressenti par cette même gauche, de la part de Vincent Bolloré. Aujourd'hui, où en sommes-nous dans ce paysage médiatique qui façonne nos imaginaires et nos idées? On sort d'une élection présidentielle qui a en plus fait bouger plusieurs lignes à ce niveau-là, avec une répartition politique qui influera peut-être sur la répartition des médias. Vos débatteurs sont prêts, votre présentateur est prêt. Et toi, t'es prêt, Antonin? On se retrouve dans le ring. Vous mentez. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bah allez-y, je pense à quel chiffre là? 70 milliards. N'importe quoi. Je pensais à 1000. C'est pas le concours de la petite blague. Non, parce que tu veux, j'entends pas. Non, Oui. C'est normal. Ni bien ni pas bien, je peux venir pour avoir des bons ou des mauvais points. Que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe, vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc. Ah, Monsieur Chambaud, votre adversaire vient de marquer un point, une réaction. Les gens n'ont plein le cul des arabes. On se calme là, merde. Pas possible, c'est pas une cour de récré, merde. Faites la paix. Et donc on se retrouve au cœur du débat. Je suis aujourd'hui avec Léon Desfontaines. Salut Léon. Salut. Tu es secrétaire général des jeunes communistes. On t'a notamment vu crever l'écran pendant les débats justement des jeunes. On est vraiment ravis de te recevoir aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Et on reçoit Léo Le Rocher. Bonsoir. Salut Léo, je suis ravi un an plus tard après que je sois passé sur l'Institut des Libertés pour débattre face à Stan Rigaud. Merci beaucoup d'être ici, tu es animateur sur l'Institut des Libertés. Tout à fait. Et chroniqueur sur La Table Ronde qui est une chaîne que tu as lancée avec des amis. Oui, il y a quelques mois. Oui. Voilà, on vous met évidemment tous les liens en description. J'aimerais commencer avec cette question. Donc, j'aimerais qu'on se pose déjà sur cette question du constat. Il y a eu cette espèce de message lancinant de pas mal de monde, évidemment plutôt à droite, qui parlait d'une espèce de bien-pensance ou de monopole de la pensée dominante par la gauche. Ça a l'air d'avoir eu un rééquilibrage depuis le rachat massif de ces médias par Vincent Bolloré. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et où est-ce qu'on en était avant? Léon? L'idéologie dominante aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas photo, c'est le libéralisme. Il suffit d'allumer n'importe quelle chaîne d'info-télé pour pouvoir entendre les défenseurs du libéralisme, les économistes libéraux, à longueur de temps, justement, défendre ce modèle économique qui, pourtant a démontré plus d'une fois son échec. Notamment pour permettre de redonner du pouvoir d'achat aux Français, pour lutter contre le chômage. Il ne faut pas aller bien loin. Moi, je suis originaire de la Somme, à Amiens. Il ne faut pas aller bien loin autour d'Amiens pour voir les impacts de la désindustrialisation. Et encore aujourd'hui, on nous défend qu'il y a une main invisible qui va permettre de réguler tout ça. On l'attend toujours, cette main invisible, et elle n'est toujours pas présente. Donc aujourd'hui, l'idéologie dominante, elle est clairement du côté du pouvoir en place, d'Emmanuel Macron, et il faut aussi le dire, la droite et l'extrême droite ne représentent en aucun cas une alternative sur ce projet économique-là. Ils ne défendent en aucun cas une réindustrialisation de la France, en aucun cas une planification de relance des services publics, une revalorisation des salaires, etc. Et donc, ils ne sont pas, en réalité, ils défendent le même modèle, le même projet économique. La seule différence peut-être avec Emmanuel Macron, c'est qu'il y a le racisme et la xénophobie en plus. Donc toi, tu verrais la droite comme une idéologie libérale également, en fait. Tout à fait. Pour moi, il y a d'un côté les libéraux, et de l'autre, il y a la gauche, une gauche populaire authentique, une gauche qui a été capable, durant la campagne, notamment à travers la candidature de Fabien Roussel, de défendre justement le travail en France, l'éradication du chômage, l'augmentation des salaires, mais également un droit au repos avec des pensions de retraite à 60 ans, permettant aussi de revaloriser les retraites pour que chaque travailleurs puissent profiter un peu du droit au repos que nous avions réussi à construire à la sortie de la Seconde Guerre mondiale avec le général de Gaulle. C'est ce projet-là aujourd'hui, c'est ces deux projets-là qui s'opposent en réalité aujourd'hui. Je comprends. Léo? Alors, je suis pas foncièrement en désaccord avec l'idée qu'effectivement il existe une sorte de bloc centriste que certains décrivent comme libéral. On va pas s'écharper forcément sur la définition du libéralisme ici.
il y a une définition un peu franco-française qui peut être entendue par pas mal de gens. Cependant, c'est un petit peu logique que ce soit la partie dominante, en fait, l'idéologie dominante, parce que même vous, en fait, vous êtes la voiture balai d'Emmanuel Macron. On l'a vu dès le soir du premier tour, vous avez appelé à voter pour lui contre justement quelqu'un qui proposait la réforme à 60 ans, de la retraite à 60 ans. Donc après, on peut s'entendre sur l'idéologie dominante sur le plan économique et sur le plan plus sociétal, culturel. Là, effectivement, je pense que le constat est absolument accablant. Il est à gauche. C'est dans les institutions, c'est dans l'idéologie du grand capital, Amazon, Microsoft, Apple, tout ça, ça tient du même bord. Disney aussi, Netflix, etc. C'est l'idéologie des grandes universités, c'est l'idéologie en fait de tous les lieux de pouvoir. C'est l'idéologie des élites, parce que ça aussi, il faut différencier deux notions que sont l'idéologie dominante et l'idéologie majoritaire. C'est-à-dire qu'il y a certaines idées en fait qui sont majoritaires dans l'opinion française, notamment sur l'immigration, sur l'insécurité, sur pas mal de sujets comme ça, mais qui sont absolument pas défendus derrière, justement dans les lieux de pouvoir. Et moi, je peux que m'empêcher de constater que au second tour, vous, au Parti communiste français, en fait, vous avez voté comme les patrons qui ont voté à 77% pour Emmanuel Macron. Donc, ce modèle social dont vous nous parlez là. Oui, d'accord, mais j'ai pas l'impression que vous y teniez tant que ça, puisque en fait, c'est pas du tout celui que vous avez choisi au second tour. Donc c'est normal, en fait, si toute cette force de gauche, tout ce bloc de gauche derrière se fait l'avocat d'Emmanuel Macron dès le second tour, c'est normal que ce soit l'idéologie majoritaire, dominante. Nous, en aucun cas, il n'y avait pas photo. En effet, sur le second tour, on a pris le seul bulletin à disposition pour battre l'extrême droite. Et ça, on n'a jamais tergiversé sur cette question-là, sans aucune réserve. L'extrême droite, c'est concrètement celle qui a le même projet économique qu'Emmanuel Macron, mais derrière, avec, comme je l'ai dit, la haine de l'autre, le racisme, la xénophobie. L'extrême droite se structure autour du mensonge, une idéologie comme quoi il y aurait soi-disant un grand remplacement qui arrivera, qui agite les peurs sur cette question-là. Et la réalité, c'est que l'extrême droite, quand l'extrême droite elle est au pouvoir en Europe, très concrètement, c'est la répression contre les droits des homosexuels. En Russie, ça a été l'invasion de l'Ukraine et le non-respect du droit international. Au Brésil, à l'autre bout de l'Atlantique, ça a été la répression contre les universitaires et la lutte contre les peuples indigènes en Amazonie. Concrètement, l'extrême droite, c'est le recul des droits sociaux avec en plus de la xénophobie. Qui se revendique de ça en France ? Marine Le Pen et Éric Zemmour sont très clairement des défenseurs de l'extrême droite. Ils ont parlé d'une répression de qui que ce soit. Vous savez, le grand remplacement, l'idéologie du grand remplacement. Et ils sont dominants selon toi dans l'idéologie ? Pour moi, c'est le libéralisme qui est aujourd'hui dominant. C'est le libéralisme. Marine et Le le Pen, libéralisme a aujourd'hui deux défenseurs, bien évidemment. Il y a deux défenseurs aujourd'hui du libéralisme. Il y a un libéralisme, je ne sais pas comment le qualifier, incarné par le gouvernement Emmanuel Macron, et un libéralisme réactionnaire qui est incarné par l'extrême droite, avec les deux faces d'une même pièce, Éric Zemmour et Marine Le Pen. Très concrètement. Où sont l'augmentation des salaires prônés par l'extrême droite ? Il n'y en a aucune. Où est les pensions de retraite qui diminuent, qui augmentent justement ? Il n'y en a aucune dans aucun des projets posés à droite. Où sont les mesures coercitives contre les entreprises qui délocalisent à l'étranger ? Il n'y en a aucune. Très concrètement, ils défendent le même projet économique. Et je vais ajouter une chose juste sur l'extrême droite. La première fois que j'ai entendu parler du grand remplacement, vous revendiquez de cette théorie-là, en tout cas, la théorie du grand remplacement. La première fois que j'ai entendu parler de grand remplacement, c'était suite aux attentats qu'il y a eu en Norvège en 2011 par Anders Breivik, de mémoire, qui avait écrit un pamphlet. Je vous rappelle juste pour l'histoire, c'est quand même un terroriste d'extrême droite qui avait dénoncé pour la première fois médiatiquement le grand remplacement et qui avait été à un camp d'été de jeunes du parti travailliste, il me semble, norvégien, et qui avait assassiné 80 personnes, 80 jeunes, de 14 à 18 ans. C'est la première fois que j'ai entendu parler de grand remplacement. Et il a dit, vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui vont prendre le flambeau. Aujourd'hui, on le voit, le flambeau qui a été repris, ici en France. En France ? Il a été incarné aujourd'hui. Il y a des gens qui ont commis des attentats en France au nom du grand remplacement. Aujourd'hui, il y a des Français qui reprennent l'idéologie qui a été posée par Anders Breivik sur le grand remplacement. Et c'est très concrètement. Aujourd'hui, c'est pas l'idéologie d'Anders Breivik. D'ailleurs, d'une part, Renaud Camus n'avait pas écrit le grand remplacement à ce moment-là. D'autre part, il se revendique aussi de l'anti-violence la plus radicale que je puisse connaître dans le monde littéraire. Donc, absolument personne en France n'est appelé à prendre une Kalachnikov pour faire quoi que ce soit au nom de cette idéologie-là. Ça, c'est absolument clarissime. Vous reprenez le projet idéologique. Vous n'êtes pas en désaccord avec ce projet idéologique. C'est un constat. Il y a une mutation démographique en France.
tout le monde le constate. Nous ne partageons pas la même. Même Hervé Lebras, en vrai, il dit le grand remplacement, c'est un fantasme, etc. Sauf que si on lui pose les questions sur comment la France évolue démographiquement, en fait, il décrit exactement le grand remplacement. Derrière, ensuite, il y a des idées reçues sur la théorie de Renaud Camus, c'est-à-dire le fait que ce serait une théorie complotiste, etc. Bon, il n'y a pas l'idéologie, il n'y a pas l'idée qu'il y a un complot, en fait, derrière tout ça. C'est pour ça que les termes, en fait, effectivement, sont arbitrés différemment en fonction de si on croit que c'est un fait démographique ou de si on croit que c'est un complot des élites pour en fait imposer un remplacement de population. Et les deux parfois sont mélangés aussi dans l'esprit des gens. Mais sur la question de l'idéologie dominante, parce qu'il y a eu en fait ce rebasculement, je citais Bolloré en introduction, mais il y a eu ce rebasculement depuis ces rachats massifs. Est-ce que vous estimez que est-ce que tu estimes que c'est une bonne chose, même à toi Léo, je te pose la question, et est-ce que en fait ça a été une forme de contrepoids de quelque chose ou ça a juste fait pencher la balance? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus facile d'être de droite ou d'extrême droite dans les médias que ça n'était le cas il y a une dizaine d'années. C'est vrai, mais parce que le réel avance aussi. Les gens sont plus radicaux parce que le réel est plus radical. Il y a plus de violence, il y a plus d'immigration. Tout le diagnostic en fait de la droite ne fait que se répercuter derrière dans l'actualité. C'est pour ça d'ailleurs que très souvent on parle de récupération politique. En fait, la récupération politique, c'est quoi? C'est juste avancer un fait récent, surtout, qui prouve qu'on a raison en termes de diagnostic. C'est ça. D'ailleurs, ça me fait penser, ta question, à une citation de Mathieu Bocoté qui dit « La gauche a été si longtemps dominante qu'il lui suffit d'être contestée pour se croire assiégée, et la droite a été si longtemps dominée qu'il lui suffit d'être entendue pour se croire dominante. » Et en fait, c'est exactement ça qu'on a constaté avec CNews. Et d'ailleurs, Bolloré, c'est pas que CNews, c'est aussi Canal+. Est-ce que c'est une chaîne de droite? Canal+, c'est aussi C8. Est-ce que c'est une chaîne de droite? C8. Par ailleurs, est-ce que c'est le seul milliardaire qui détient des médias? Absolument pas. Enfin, tu vois, on a Patrick Drahi, on a Xavier Niel, je veux dire, qui ont la TF1. Bouygues, voilà, avec le groupe TF1. On a aussi l'actionnaire de Marianne et Franc-Tireur, là, le milliardaire tchèque qui fait fortune d'ailleurs dans les énergies fossiles. Il y a eu même une histoire sur la une de Marianne, en plus, pendant l'entre-deux tours. Ouais. Donc voilà, quand on me parle de Bolloré comme danger de la démocratie, moi j'ai plutôt l'impression que une large majorité de médias, que ce soit télévision ou presse papier, étaient alignés sur un centre de gravité, on va dire, de centre-gauche. J'ai cette impression-là et je pense que beaucoup de gens ont cette impression aussi. J'ai l'impression que CNews rétablit un petit peu la balance. On voit aujourd'hui dans l'opinion qu'il y a en gros un gros bloc centriste, un gros bloc de droite, un gros bloc de gauche qui se retrouve c'est la théorie de Mélenchon, ça. Mais oui, mais en vrai, on fait le même constat au crayon. Ça s'est vérifié dans les urnes, qui valent quasiment les mêmes choses d'ailleurs. Donc forcément, il y avait une offre. Enfin, on voit en plus les chiffres que font CNews, qui est en plus de ça une entreprise privée. Donc, on a envie de dire, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Je veux dire, si demain LCI décidait d'avoir la ligne du média, qui est une chaîne YouTube, que moi j'écrirais d'extrême gauche, qui est un média affilié à la France Insoumise. Qui est un média, affilié à la France Insoumise. À la limite, c'est une entreprise privée, tu vois. C'est pas forcément dérangeant. Ils font ce qu'ils veulent. Et donc, du coup, est-ce que toi tu partages ce constat justement sur les médias qui... Moi je pense qu'il y a une stratégie, notamment de la part de Bolloré, mais de grands groupes financiers, de racheter un certain nombre de médias pour créer l'opposition que nous constatons à longueur d'antenne aujourd'hui, notamment sur CNews, mais sur la plupart des chaînes d'information en continu. Une opposition qui viendrait, et c'est marrant parce que c'est celle que vous reprenez aujourd'hui, qui viendrait montrer qu'il y a d'un côté le gouvernement et de l'autre l'extrême droite. Et très concrètement, aujourd'hui, on vient nous dire, et c'est marrant parce que c'était également la stratégie d'Emmanuel Macron lorsqu'il a été élu, c'est dire il y a d'un côté le camp des progressistes, de l'autre le côté réactionnaire. Vous dites d'un côté il y a les mondialistes, je crois, et de l'autre les nationalistes ou les patriotes. Je ne sais plus comment vous qualifiez les choses. Je dis beaucoup au RN, oui, je suis pas forcément en énorme désaccord. Aujourd'hui, c'est en effet, quand on allume CNews, on a l'impression que l'opposition se structure autour de ça. Et à force de longueur d'antenne, elle s'est structurée autour de ça. Et en réalité, les médias n'ont jamais été à gauche. Moi, je rêve aujourd'hui de médias davantage indépendants, ou en tout cas, lorsqu'ils ne le sont pas, qui puissent assumer leur ligne politique.
très concrètement. C'est Oui. revenir aux années 70. Vous savez, moi je suis abonné aujourd'hui à 2 journaux papier, c'est l'Humanité, le Figaro d'un autre côté, parce qu'au moins c'est 2 journaux de classe, très concrètement. Et les Échos de temps en temps, parce que c'est un autre journal de classe également et qui a ses entrées en plus dans les ministères. Mais ces 3 journaux, moi c'est les 3 journaux que je lis aujourd'hui le plus, parce que moi je sais chacune des lignes politiques qu'elles peuvent représenter. Et c'est ça en réalité qu'on attend aussi d'un média, c'est que des médias puissent faire vivre le réel débat politique. Moi je vais vous le dire, il y a une préoccupation majeure des Françaises et des Français qui a été au final très peu discutée sur les plateaux des chaînes de Bolloré, c'est la question du pouvoir d'achat. Vous m'avez dit, la question de l'immigration a été très peu parlée. Bon, pour le coup, sur CNews, on ne peut pas dire... Non, j'ai pas dit qu'on en avait peu parlé. Mais aujourd'hui, la question du pouvoir d'achat, elle a été traitée justement du coup sous cette fausse opposition, pour le coup sur le projet économique, entre les libéraux d'un côté et l'extrême droite de l'autre. À quel moment, aujourd'hui, on entend justement une voix inédite, celle d'une gauche authentique et populaire, la gauche qu'on a pu incarner à travers Fabien Roussel dans cette campagne présidentielle, à quel moment ils sont invités justement pour un débat contradictoire sur ces plateaux-là? Eh bien, si on regarde les heures d'antenne et les heures d'écoute, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, l'extrême droite rafle tout chez Bolloré. D'ailleurs, l'Humanité a fait un très beau papier sur les heures d'écoute, justement, notamment l'audience vis-à-vis d'Éric Zemmour sur CNews. Et de l'autre, quand on veut donner une opposition à cette extrême droite, on vient inviter les membres du gouvernement. Excusez-moi, encore une fois, sur le projet économique, c'est une fausse opposition. Je comprends, mais alors du coup, plus globalement, est-ce que, parce que vous avez l'air de vouloir quand même une composition de médias plus large, plus assumée et faire vivre le débat, et nous c'est ce qu'on cherche à faire au Crayon, j'aimerais comprendre, est-ce qu'il y a des sujets selon vous qui sont même des sujets qui devraient être hors du champ démocratique et donc du coup peu relayés par les médias, bien que représentatifs d'une grande partie de la population? Moi, je ne pense pas qu'une grande partie de la population... Vous avez dit d'opinion, c'est ça? En gros, ma question, c'est est-ce qu'il y a des idées, que ça soit d'ailleurs à l'extrême droite, à l'extrême gauche ou même à l'extrême centre, parce que c'est une notion qui commence de plus en plus à arriver. Mais même Emmanuel Macron l'assume maintenant. Non, mais justement, je pose une question. Est-ce qu'il y a des idées parmi ces camps-là qui devraient être hors du champ du débat d'idées, et notamment sur les médias? Moi, je pense que tout propos d'incitation à la haine raciale ou autres antisémites, propos antisémites ou etc., n'ont pas leur place dans une république ni dans une démocratie. Moi, je pense qu'on n'est pas un système à l'américaine, très concrètement, et je pense qu'en gros, le débat démocratique, le débat républicain, doit pouvoir se porter en fonction des principes et des valeurs républicaines, au sens large. C'est déjà la loi, ça. Mais aujourd'hui, on a quand même M. Zemmour qui a été condamné à multiples reprises, notamment pour incitation à la haine raciale et antisémitisme. Bon, moi, je pense que c'est un problématique aujourd'hui qu'on ait pu donner et qu'on ait pu oser dire que cet homme était potentiellement le futur président. Un président est là pour réunir une population, pour unir une nation, et non pas la diviser à travers justement des propos racistes ou antisémites tels qu'ils ont pu être prononcés par M. Zemmour. S'ils sont dangereux pour la République, ces gens-là, pourquoi on les laisse concourir à l'élection présidentielle? On peut se dire absolument à ce moment-là, tout ce qui se passe à droite d'Emmanuel Macron n'a pas le droit de se présenter à l'élection présidentielle. Il y a une loi, il y a des lois, il y a une loi notamment qui a été proposée par un député communiste, M. Guesso, qui est une loi qui borne, notamment qui condamne les propos d'incitation à la haine raciale et à l'antisémitisme. Cette loi, très concrètement, c'est une loi. C'est, je pense, une loi qui vient conforter justement les principes républicains. Et bien, si on déroge à cette loi, donc ça veut dire que si on est condamné pour racisme ou pour antisémitisme, très concrètement, oui, je pense qu'on n'a pas sa place dans une élection présidentielle. Moi, je crois que c'est une notion qui est extrêmement dangereuse juridiquement, cette notion de haine, surtout parce que... de haine raciale, c'est pas dangereux, excusez-moi, c'est justement... Est-ce que tu serais pour que Yannick Jadot puisse dire juif de service dans les médias? Bah, s'il a envie, oui, après, c'est ça, mais c'est sa responsabilité derrière. Moi, j'ai l'impression... dans le système extrêmement libéral, dans l'opinion américaine, j'ai l'impression que l'opinion s'autorégule. On n'a pas d'un coup des dictateurs juste parce qu'on a une liberté d'expression étendue. Et en plus Trump de ça, a été quand même très fortement critiqué. Et deuxièmement, je vous dis quand même une petite anecdote. Aux États-Unis, pendant très longtemps, le parti communiste a été interdit quand les partis néo-nazis pouvaient exister, continuer à se présenter à des élections. Enfin, je veux dire, ce n'est quand même pas ce modèle-là, je pense, que nous voulons pour la France. Mais d'accord, sauf qu'il n'y a pas de parti néo-nazi en France, et d'ailleurs, même si c'était le cas, il ferait 0,025%. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Par ailleurs, je pense que interdire des thèmes, interdire des opinions, en fait, ça ne les efface pas pour autant. Et je pense qu'au contraire, ça fait que attiser les tensions de manière supplémentaire. Et c'est absolument pas ce dont notre pays a besoin. Je pense que justement, on a besoin de dialogue, on a besoin de débat. C'est pour ça que je suis content d'être ici. Et c'est pour ça que Le Crayon est une excellente chaîne pour ce genre d'émission.
Donc moi je pense qu'on a besoin au contraire plus de se parler et pas du tout d'interdire. Regardez juste ce qui s'est passé très D'ailleurs, c'est concrètement que la gauche qui depuis, essaye d'interdire. depuis l'annonce de l'élection, depuis l'annonce de la candidature d'Éric Zemmour. Il faut voir quand même la violence qui ont eu lieu lors de ces meetings. On se rappelle tous du Macron assassin qui a été scandé. On se rappelle tous des journalistes de quotidiens et d'autres médias qui ont été expulsés manu militari quasiment du meeting à Villepinte notamment, de la violence contre des militants qui ont osé dire qu'ils étaient antiracistes et qui se sont fait littéralement taper parce qu'ils étaient antiracistes. Moi je pense que ça, vous me dites que ça a plus de violence, même dans les manifs anti-vax, il y a aussi des violences envers BFM TV, dans les manifs anti-vax aussi. Je suis d'accord que ça augmente de plus en plus, et puis merci pour le soutien, mais nous c'est ça qu'on cherche aussi. Ce débat-là nous intéresse d'ailleurs encore plus que d'autres, parce que c'est même le cœur de ce que nous on cherche à faire au Crayon, c'est d'essayer de se faire en sorte que les gens se parlent, parce que de plus en plus, on a vu aussi, et c'est peut-être un des risques, et je vous pose même du coup la question, c'est est-ce que le fait qu'on arrive à des médias du coup typés à gauche et typés à droite, quitte à ce qu'ils l'assument, est-ce qu'on n'arrive pas aussi vers un peu à l'américaine, chacun se parle de son côté et parle à ses propres auditeurs, et en fait plus personne n'est ensemble. L'important, moi je pense, c'est aujourd'hui, c'est d'être en capacité aussi d'avoir des médias qui sont indépendants de groupes financiers, très concrètement, et aussi, il faut le dire, qui ne soient pas l'ORTF, indépendants aussi du gouvernement. Très concrètement. Et aujourd'hui, c'est ça qui nous manque aujourd'hui dans notre pays. Tout le monde en a conscience qu'il n'y a en réalité aucun média indépendant. Le souci, c'est qu'il n'y en a aucun qui aujourd'hui, mis à part probablement le Crayon, et il faut dire quand même pas mal de médias qui naissent par contre sur Internet. C'est vrai, mais même brut, il y a Xavier Niel ou Murdoch dans le Capital. Donc oui, mais parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a un modèle financier qui, en fait, ils sont obligés aujourd'hui de se tourner vers des gros groupes financiers. Le seul journal, enfin les deux seuls journaux aujourd'hui qui sont indépendants, mais le seul quotidien de référence à l'échelle nationale qui est indépendant, c'est l'Humanité, qui est aujourd'hui propriétaire. Dépendant des aides de l'État quand même. Qui est propriétaire aujourd'hui. Et Mediapart. Qui aujourd'hui, l'Humanité est propriétaire à plus de 51% par ses lecteurs, les lecteurs de l'Humanité. Ça ne veut pas dire qu'on est indépendant, et d'ailleurs l'Humanité l'assume complètement qu'il n'est pas un média neutre politiquement. Mais ce qui est dommage, c'est que du coup, et en plus l'Humanité a été retoquée un certain nombre de fois, parce que justement l'équilibre financier est dur à trouver quand on n'a pas un groupe financier qui nous alimente derrière. Mais du coup, c'est à quel moment on peut juger qu'un média est totalement indépendant de celui qui les arrose, très concrètement. Et moi je pense que c'est ça aujourd'hui le problème. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de fonds publics qui soient gérés non pas par le gouvernement mais par une institution neutre, qui soit capable de financer justement l'ensemble des médias pour avoir une pluralité et pour avoir une pluralité de la presse. Je pense que c'est indispensable. Il faut ni être sur le projet tel qu'il avait été pensé à l'époque du général de Gaulle avec l'ORTF, ni être sur un modèle tel qu'on l'a aujourd'hui où 98% des médias, en tout cas si on en suit les audiences, dépend aujourd'hui à un petit groupe, comme vous l'aviez si bien dit tout à l'heure, un petit groupe de capitalistes. Mais ça, je veux bien hein, dans l'idée, je suis pas forcément opposé, sauf que je sais que si on fait une instance comme ça qui va gérer des fonds qui viennent de l'État, une instance soi-disant neutre, etc., bah en fait ça va donner le CNC, quoi. Donc on va financer quasiment que des trucs de gauche, enfin c'est écrit d'avance, quoi. Donc, il faudrait, on peut réfléchir, hein, il faudrait des journalistes qui soient présents, des lecteurs de différents médias, enfin il faudrait, alors à ce moment-là, il faudrait énormément de transparence. Il faudrait une totale transparence. Il faudrait un comité de validation qui soit extrêmement représentatif de l'opinion, parce que là sinon on sent directement le truc où chacun nomme qui veut et hop derrière on contrôle absolument tout ce qui mais c'est ce qui permettrait, je pense, d'avoir une garantie derrière, d'avoir justement des médias qui sont indépendants, aussi bien du gouvernement, de peu importe sa couleur politique, et de l'autre de grands groupes financiers, parce qu'aujourd'hui ni l'un ni l'autre ne sont satisfaisants, je pense. Oui, éventuellement, pourquoi pas dans l'idée. Ouais. Tu disais relatif aux opinions. Moi, c'est une vraie question que j'estime très difficile à résoudre, qui est-ce que les médias, en termes de répartition, en tout cas d'opinion, doivent être le symbole de la population ou d'un équilibre absolu qui ne changerait pas avec le temps? Je m'explique si c'est pas clair. Est-ce que les médias et les chambres d'écho, même des influenceurs, doivent être le symbole de la population du moment, c'est-à-dire si elle est plus de gauche, être plus de gauche, si elle est plus de droite, être plus de droite, ou est-ce que ça doit être figé dans le temps avec un bon 50-50, peu importe la variation des opinions d'un pays, quoi? Je pense qu'il faut qu'il y ait... je pense que des règles très strictes, trop strictes, ça ne serait tout simplement infaisable en réalité. On a vu le casse-tête que c'était l'avant-premier tour quand même pour un certain nombre de médias, pour pouvoir justement avoir le temps équilibre strict. Pour autant, il faut quand même qu'il y ait un équilibre qui soit fait, d'où l'intérêt d'avoir une instance indépendante justement qui serait potentiellement en charge d'avoir un équilibre. L'important, c'est que l'ensemble des opinions qui respectent encore une fois les principes républicains puissent
être exprimée pour justement que chaque Française et chaque Français puisse faire son avis. C'est quand même dommage que certains groupes pèsent plus que d'autres, parce que du coup, ça influence naturellement, aujourd'hui, l'opinion publique, très concrètement. Et quand les chaînes, notamment de Bolloré, mettent un poids prépondérant, notamment pour Éric Zemmour, pour les représentants de Marine Le Pen, et bien évidemment, derrière, ça a une influence indéniable. Et d'ailleurs, il faudrait regarder le nombre de téléspectateurs de CNews qui ont voté pour l'un de ces deux candidats. Il est probablement plus élevé que la moyenne. Oui, peut-être, mais moi j'ai envie de dire à ce moment-là, tu vois, BFM TV, LCI, ça va être beaucoup plus prépondérant pour Emmanuel Macron. Parce que justement, ils invitent davantage, moi je pense, hein, et pour le coup, BFM, je crois qu'ils ont invité quand même pas mal des représentants du gouvernement et de la Macronie. Donc je pense que ce n'est pas décorrélé, quoi. Je pense qu'il y a une corrélation. Moi ce qui m'intéresse à la limite, c'est pas forcément l'invitation des personnalités, parce que c'est peut-être vrai ce que tu dis hein, sur CNews, sur la représentation. Je me suis pas beaucoup penché là-dessus, mais ce qui m'intéresse plus que la représentation des forces politiques, c'est plus la représentation des idéologies. Et là, par exemple, il y a une manière de faire à CNews qui me plaît un petit peu. Plus que dans d'autres chaînes d'infos où on aime bien en fait, par exemple BFM TV, c'est vraiment un canal, on te distribue l'information, je suis le journaliste, j'ai mon prompteur, comme aux 20h, c'est exactement de la même manière, voici l'information, voici ce que vous devez comprendre, le candidat xénophobe d'extrême droite a dit ceci, cela, et CNews ça fonctionne un petit peu différemment, on a 3-4 invités, on débat, voilà, le présentateur est beaucoup plus en retrait vis-à-vis de l'émission et du contenu. C'est un mode de fonctionnement que je préfère et que je trouve plus sain pour la démocratie. Même si c'est un petit peu répétitif, si on regarde toute la journée, je trouve ça mieux. Toutes les chaînes info en continu, c'est très répétitif par définition. Mais, oui, c'est sûr. Mais il y a aussi la question des sujets. Il y a des thématiques, je pense, qui doivent être abordées. Et gros, pour avoir fait quelques plateaux sur CNews, c'est assez frappant quand même comment... certaines thématiques reviennent beaucoup moins que d'autres. Moi j'ai été très peu interpellé, notamment sur la question du pouvoir d'achat, compte tenu ou du climat. Ou du climat, ça n'en parlons pas, j'ai jamais été interpellé là-dessus sur cette chaîne-là en tout cas. Et je trouve ça un peu dommage quand on voit justement les préoccupations des Françaises et des Français. Pour le coup, pour moi, on devrait regarder justement quelles sont les grandes préoccupations des Françaises et des Français, au sens large, hein. Je ne parle pas des 3-4 premières, hein. Prenons les 20 premières, et qu'on puisse avoir des débats sur chacun de ces sujets-là. Parce qu'après tout, c'est ça aussi qui intéresserait les Français, peut-être de regarder davantage, parce qu'il y a aussi une crise, mine de rien, de nos médias qui sont moins lus, qui sont moins regardés également. Et encore une fois, heureusement qu'on a des chaînes d'infos. Parce que nous, on grille du terrain, et quand je dis nous, c'est nous en tant qu'industrie, hein, que ça soit de Hugo à Gaspard, en passant par Blast, le Livre Noir, le Média, Média Plus, Mediapart. Il y a énormément de médias aussi sur les réseaux sociaux qui commencent à bouffer un sacré paquet de terrain aussi en termes d'audience. C'est sûr. Mais c'est pas plus mal. Moi, je vais pas me plaindre, c'est mon industrie. Non, mais quelle horreur. Au moins, il y a notamment des jeunes qui aujourd'hui s'intéressent grâce à un certain nombre de chaînes d'information. D'excellents travaux qui sont faits, et parfois plus rigoureux, parce que comme c'est en replay, il y a aussi une question de format et de manière de diffuser qui parfois est plus facile. Plus accessible peut-être. Exactement. Ouais. J'aimerais qu'on passe à la mi-temps et que vous nous racontiez une anecdote personnelle de comment vous avez ressenti une idéologie dominante qui vous faisait pression, que ce soit dans votre propre consommation, ou que ce soit quand vous étiez même, toi je sais que tu es souvent sur les plateaux télé, un moment où vous avez senti une idéologie dominante s'imposer à vous sans avoir pu forcément réellement réagir de ça. Alors ce sera pas un plateau télé, je sais pas si je réponds entièrement à la question, mais comme j'ai dit, moi l'idéologie dominante pour moi c'est celle qui est aujourd'hui au gouvernement, c'est le libéralisme. Et je l'ai connu dès ma jeunesse. Moi je suis originaire d'Amiens comme je vous l'ai dit. Moi il y a quelque chose qui m'a particulièrement frappé dans mon engagement, qui a conduit à mon engagement politique, c'est la fermeture de la plus grosse usine d'Amiens, c'était la fermeture de Goodyear, très concrètement, qui a marqué toute une génération, mais qui a marqué en réalité toute la ville, où on a vu l'impact et le mépris que pouvaient avoir justement derrière les politiques libérales pour ces ouvriers, pour ces travailleurs. Et très concrètement, moi je l'ai vu, donc j'avais 10, 11, 12, 13, 14 ans pendant toute cette période-là, et je l'ai vu très concrètement après avec des amis qui tout simplement ne trouvaient pas de boulot. Et elle est là la violence, elle est là l'anecdote en réalité. L'anecdote c'est qu'il ne faut pas aller très loin aujourd'hui dans mon département, autour d'Amiens, pour voir qu'en effet il y a un taux de chômage chez les jeunes qui grimpe. Et un pays en réalité qui s'appauvrit à mesure que l'industrie part délocaliser en Turquie, en Chine, à l'autre bout du monde.
Et c'est ça, moi, aujourd'hui, l'anecdote peut-être qui n'est pas vraiment une anecdote, du coup, Si, complètement. Qui m'a marqué, est sur le poids de l'idéologie dominante. Et en plus, derrière, on dit, bah oui, mais c'est inéluctable. Les Français coûtent trop cher. Il faut baisser les salaires. Et là, j'ai trouvé ça d'une violence énorme, surtout quand on voit aujourd'hui que le pouvoir d'achat des Françaises et des Français ne cesse de diminuer. Je comprends, très bonne anecdote. Bah écoute, moi, oui, ça revient plus de la vie réelle, où j'étais avec des camarades de la fac, et puis il y avait eu un débat, effectivement, sur ce qu'on pensait de l'élection présidentielle, la récente, c'était donc il y a quelques semaines. Et alors, je m'attendais à ce que à peu près toute la classe soit très macroniste, jusqu'à ce que en fait, le chargé de TD lui-même prenne un petit peu position. Et en fait, on s'est pris dans une discussion pendant une demi-heure où il y avait un mélenchoniste, il y en avait un autre qui pensait plus comme moi, pro Zemmour, un qui était intéressé par Marine Le Pen. Et c'était intéressant parce qu'on pensait tous être en fait dans un bloc congelé. On se disait... Il y a 80% de macronistes. Bon, c'est ça, on se disait, bon, je vais peut-être éviter d'en placer une parce que sinon on va partir dans une discussion, ça va être interminable et chiant comme la pluie. Et puis au final, on s'est trouvé des positions qui étaient intéressantes et qui n'étaient pas aussi consensuelles que ce qu'on pensait. Donc effectivement, on ressent beaucoup dans la vie de tous les jours cette chape de plomb idéologique qui va vers toujours plus de consensualisme, toujours plus de centrisme, qui essaye d'éviter autant que possible les sujets clivants, alors qu'en fait les Français sont très clivants dans la représentation globale de l'opinion, et parfois il y a même des centristes qui sont clivants. Ouais, mais moi c'est une super anecdote et je rebondis là-dessus pour faire une transition vers la deuxième mi-temps, mais j'ai l'impression aussi que de plus en plus de gens commencent à être friands aussi de sortir un peu de ces chapes de plomb. Ouais. Et on parlait en off de Éric Zemmour qui en fait a fait tout le boulot pour dédiaboliser Marine Le Pen. Je pense que ça a permis aussi de libérer une parole publique que tu peux estimer mauvaise, mais qui a permis aussi aux gens de pouvoir l'exprimer publiquement, ce qui était aussi un des trucs qui s'était passé pendant l'élection de Donald Trump, qui était le fait que en fait, personne s'y attendait parce que personne ne le disait. Et je pense que on ne peut gagner ça peut que être plus simple que les gens débattent entre eux, même hors caméra et dans la vie de tous les jours. Sur les solutions et plus concrètement, j'ai l'impression que vous compteriez pas trop sur l'État pour avoir des organes de contrôle dans les médias. C'est le cas ? Il faut un système d'organisation, ça c'est sûr. Après, c'est par définition dans le cadre de l'État. Par contre, je n'attends pas du gouvernement, parce que par définition, si c'est un gouvernement a une étiquette politique, une couleur politique, et c'est pas au gouvernement de contrôler ce qui est juste ou ce qui est pas juste, ce qui est injuste ou pas. D'ailleurs, on l'a vu... C'est quelque chose qui m'avait marqué quand j'étais jeune, durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, lorsqu'il avait licencié à tour de bras des journalistes de chaînes radio publiques parce qu'ils avaient osé le critiquer. Moi, je pense que ce n'est pas au gouvernement de faire ça. Pour le coup, c'est à une institution autonome. On en a discuté tout à l'heure. Aussi. Ouais, moi je crois pas tellement à l'intervention de l'État là-dedans. Comme j'ai dit tout à l'heure, je crois à l'opinion auto-régulateur en fait. De la part de la population. Je pense qu'on atteint naturellement l'équilibre en se laissant dire chacun ce qu'on pense, même si c'est extrême, parce que si on met une limite à partir du moment où des individus ou des communautés se sentent choqués, je pense qu'il n'y a pas derrière de limite théorique à jusqu'où cette censure peut aller. Et moi, je ne crois absolument pas que ce soit une bonne chose, la censure de la part de l'État. Donc je crois beaucoup à l'initiative privée pour ce genre de choses. Donc voilà, des chaînes où on fait débattre des gens. Parce que aussi, c'est vrai qu'avec le phénomène Internet, il y a la favorisation de bulles d'entre-soi. Il y a eu je pense que les observateurs un peu numériques de Twitter ont dû très très bien déceler toutes les boucles mélenchonistes juste avant le premier tour. Grosses boucles, Zemmour, Mélenchon sur Twitter. Ça aurait dû être le second tour sur Twitter. Il y a même des grosses boucles macronistes avec les triples doses là dans le pseudo, le drapeau de l'Ukraine, tout qui va bien. Donc effectivement, dans la triple dose et le drapeau de l'Ukraine, il n'y a pas que des macronistes, heureusement.
Non, il n'y a pas que ça, mais enfin beaucoup quand même. Et donc effectivement, ça aussi, ça peut être un petit peu dangereux, même si à titre personnel, je trouve ça rigolo. Mais effectivement, je pense que... d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que vos vidéos les plus regardées sont justement les rings. C'est justement là où on confronte deux opinions qui sont souvent très tranchées. Les gens ont envie de voir ça. Et du coup, ça veut dire que d'un côté, ils ont forcément la position qu'ils préfèrent, et l'autre public aussi, sauf qu'ils ont envie de voir comment cette opinion se débrouille face à l'autre. Et c'est très intéressant, parce qu'on pourrait se dire, on va juste regarder notre héros faire un monologue pendant 1h30 sur sa chaîne YouTube perso. En fait, c'est plus intéressant de le voir confronté à quelqu'un d'autre. Je peux me permettre, j'ai une question vas-y, bien sûr. Sur cette question de que toutes les opinions, etc., y compris celles qui peuvent porter atteinte à une partie de nos concitoyens, puissent être portées. Est-ce que vous seriez favorable, par exemple ? On peut se tutoyer. Est-ce que tu serais favorable, excuse-moi, j'ai du mal. Est-ce que tu serais favorable, par exemple, à ce que un salafiste, par exemple, un terroriste même, en tout cas quelqu'un qui appelle au djihad, ou je sais pas, puisse s'exprimer sur une chaîne publique. Enfin, sur une chaîne publique. Alors, il y a une limite quand même, c'est les menaces, les atteintes aux personnes, la diffamation, etc. Et pourquoi le racisme et l'antisémitisme ne rentreraient pas dedans ? Dans cette limite. Parce que c'est pas de l'atteinte aux personnes en soi. Le racisme et l'antisémitisme, si, par définition, c'est une atteinte à une partie de nos concitoyens. Ça dépend où ça commence aussi, parce qu'on a bien vu ces dernières années que c'est délimité par la loi. Ce sont des mots qui quand même ont une connotation, c'est surtout interprété par le juge comme tel, et on voit bien au fur et à mesure des années que c'est une interprétation qui est de plus en plus large, et que peut-être que bientôt dire que voilà, il y a de plus en plus de minorités ethniques en France, quand on n'est pas du bon côté, ce sera justement considéré comme du racisme. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. À nous, justement, en tant que républicains, de défendre justement ces principes-là. Qu'est-ce que c'est que le racisme ? Qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme ? Et pour le coup, aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce n'est pas clairement délimité par la loi Guesson. Non, c'est pas clairement délimité, puisque il y a des jugements qui sont en première instance, en deuxième instance, en cassation, derrière devant la convention, enfin devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui sont pas toujours du même avis. Donc non, la définition n'est pas claire. Par ailleurs, on n'est pas tous égaux dans la considération de l'opinion. Par exemple, tout à l'heure, on parlait du grand remplacement. Bon, c'est un des sujets, en l'occurrence, les plus clivants en France. Quand Horia Boutelja dit « je suis le grand remplacement », personne ne le conteste. Quand Renaud Camus dit « il y a un grand remplacement », on lui dit « monsieur Renaud Camus, c'est quand même pas très bien ce que vous dites ». Quand on dit... Vous pouvez pas dire que personne ne conteste. Nous contestons les deux. Donc, quand Edoui Plenel dit la France est le pays qui compte le plus de musulmans en Europe, c'est une excellente chose. Pour la France, c'est une immense chance d'être le premier pays musulman d'Europe. Personne ne lui dit quoi que ce soit. Quand ensuite, mais de toute façon, ils ont pas été... pour le remettre en question. Ces trois personnes n'ont pas été condamnées pour racisme. Donc, pour le coup... justement, pour le coup, Renaud Camus, je sais pas s'il c'est pas sur ça. Je sais pas s'il a déjà été condamné, mais enfin, quand même, dans l'opinion, on voit qu'il y a une énorme pression idéologique. Oui, mais Horia Boutelja ou Renaud Camus sont deux personnes qui ne sont pas les favoris des LCI, BFM, C8 et compagnie quand même. Sûr. Non, mais les centristes seront jamais condamnés pour quoi que ce soit, donc oui. C'est justement un peu je trouve ça intéressant, et j'aimerais qu'on rebondisse aussi sur les réseaux sociaux et les effets d'écho que ça a. On a vu que Elon Musk avait racheté Twitter, et il l'a racheté un peu en croisade contre justement une idéologie dominante. Lui voit justement la liberté d'expression comme quelque chose, comme on disait, très à l'américaine, c'est-à-dire en fait... il le dit de lui-même, il le dit comment, je trouvais ça assez amusant. Si jamais les 10% les plus extrêmes d'un côté, les 10% les plus extrêmes de l'autre ne sont également pas contents, c'est que la liberté d'expression fonctionne. Est-ce que c'est ce monde sans censure qui devrait être souhaité sur les réseaux sociaux ? En fait, moi j'ai du mal avec la question. En fait, c'est pas la question de la censure en réalité qui est posée derrière. C'est la question du sans modération, excuse-moi. Voilà, mais pour moi c'est deux choses différentes. Et je pense que la différence est importante. Typiquement, le débat que nous avons eu juste avant. Moi, je pense qu'il ne pourrait pas y avoir d'appel à la haine, d'appel au racisme ou d'appel à l'antisémitisme sur ces réseaux sociaux-là. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui nous différencie
non pas idéologiquement, mais avec la façon de penser de ce que c'est que justement la limite de la liberté d'expression, avec ce que pose Elon Musk. Moi, je pense que les 10%, je sais pas, les plus intégristes religieux d'un côté et les 10% les plus laïcs. les plus non, pas laïcs, parce que la laïcité, elle a une définition claire et nette, donc c'était laïque ou t'es pas laïque, bon, je suis laïque. Mais les 10% de l'autre côté des catholiques intégristes, par exemple, prenons deux autres religions, je ne pense que les deux, s'ils appellent à la haine, au meurtre ou à que sais-je, je pense que ce n'est pas souhaitable sur les réseaux sociaux, en effet. Je pense que ça vient au contraire polluer un réseau qui pourrait justement être source de débat. Oui, enfin, là on parle très franchement pas d'appel à la violence. Là on parle, en plus c'est un débat qui est très américain parce que en France il y a... Non mais il a raison d'en parler, ça peut arriver. Non c'est vrai, mais en l'occurrence c'est un débat plus américain parce que effectivement il n'y a pas normalement de censure selon la loi américaine, alors qu'il peut y avoir des censures selon la loi européenne ou française. D'ailleurs la loi française est même plus dure dans ce domaine-là que la loi européenne. Et du coup ensuite se pose la question de que peut faire une entreprise privée vis-à-vis de sa régulation de l'opinion. Et alors c'est très drôle parce qu'on avait plein de gens qui le jour de la censure du compte de Donald Trump par Twitter disaient bah c'est une entreprise privée, elle fait ce qu'elle veut et tout. Et là maintenant que c'est Elon Musk qui propose de faire liberté d'expression totale, les mêmes gens viennent dire non mais c'est insupportable, comment on peut laisser faire ça, enfin c'est le fascisme. Ce matin Raphaël Antoven disait c'est un peu la liberté liberté c'est le fascisme, ça c'est sûr. Non d'accord, il y en a qui l'ont dit, mais se permettent. C'est tout aussi scandaleux. Ça Et vient banaliser le fascisme. Par exemple Raphaël Antoven ce matin sur Europe 1 disait voilà la liberté totale est liberticide. Moi je ne vois pas de bien-pensance si vous voulez dans le constat qu'il y a quelque chose de liberticide dans une liberté totale. On rentre dans des raisonnements comme ça, ça veut dire, t'es sûr t'as pas pris un peu trop de café ce matin quoi. Et ça s'est posé notamment cette question-là sur Twitter, notamment lors des élections en 2020, parce qu'il y a eu toute une lutte autoproclamée contre les fake news. C'était hyper intéressant parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que la plupart des fake news qui ont été décisives dans l'opinion et dans le score, en fait venaient plus des médias de gauche. Par exemple sur l'histoire là, de Hunter Biden avec son ordinateur, c'était une affaire qui avait été couverte par le journal le New York Post, qui est donc un journal plutôt conservateur, et qui a été censuré sur Twitter. Son compte a été suspendu à l'occasion de cette affaire-là. Et aujourd'hui, le New York Times et le Washington Post admettent totalement que oui, ils ont couvert cette affaire pendant les élections présidentielles de 2020 parce que l'objectif sublime, superbe, c'était pas la démocratie, c'était évincer Donald Trump du pouvoir. Donc tout scandale qui pouvait faire peser dans la balance Donald Trump, à l'avantage de Donald Trump par rapport à Joe Biden, devait être actionné. Et là se pose la question de est-ce que vraiment cette entreprise privée était en droit de prendre ce genre de mesures. Et Elon Musk dit sur la limite quand même du coup de la privatisation des médias et pour le coup là en l'occurrence des réseaux sociaux. Complètement. Mais les réseaux sociaux sont des médias sociaux. C'est juste c'est juste les plus gros distributeurs. Mais moi je partage que c'est un réel problème de se dire que c'est eux qui sont capables de dire de ce qu'on a le droit et ce qu'on n'a pas le droit de dire sur un média social justement. Voilà. Et je suis d'accord avec toi, c'est dramatique qu'on arrive là, mais c'est bien le problème de la privatisation des médias à outrance. C'est ça. Du coup derrière c'est qui tient les ficelles. Sauf que du coup après et pour quel dessin ça peut être pas mal parce que moi j'y crois pas tellement au fait qu'on arrive à sortir nos médias des mains des grands groupes et des milliardaires. Donc éventuellement ce qui peut se passer c'est que une fois sur 100 on a un milliardaire qui est de bonne foi et qui a pas envie d'imposer son opinion. C'est ce qui semble être le cas avec Elon Musk. On doit attendre l'homme providentiel pour venir nous sauver, le milliardaire venir nous sauver pour la défendre. Mais beaucoup de gens disent à gauche, la droite est en train de percer aujourd'hui parce qu'on a trouvé des milliardaires de droite. C'est pas faux. Et c'est vrai. Mais c'est sûr que nous on n'en a pas des milliardaires. Mais justement, si vous n'avez que ça, des milliardaires de gauche. Chez nous, au Parti communiste. Mais non, pas au Parti communiste, d'accord, mais dans la gauche en général. C'est parce que vous considérez que Emmanuel Macron est de gauche. Mais Xavier Niel est de gauche, Jeff Bezos est de gauche, Bill Gates est de gauche, George Soros est de gauche. C'est bon, on en a trouvé deux, on est content. Tellement de Français dans tout ça.
Non, mais c'est une vraie question, du coup. Ça veut dire que c'est un peu la même la Ils question. sont pas communistes, quand même. Non, ils sont Non, pas mais bien communistes. sûr, ils sont pas communistes. Ils sont pas communistes. Loin de là. Mais tu vois, sur tout ce qui est. Ça serait pas vraiment dans leurs intérêts de classe. Tu vois, sur tout ce qui est Voilà. lutte LGBT, etc., antiracisme, ils sont extrêmement alignés avec vous, voire Mais même en encore fait, plus loin. Vous, le problème, c'est que vous avez l'impression que le clivage politique on n'a pas la même définition d'où est le clivage politique. Mais c'est justement pour ça que c'est intéressant ce débat. C'était tout le débat du début. Mais tout à fait, mais c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que comme Chacun comme défend ses tout intérêts bon de classe. communiste. Voilà, comme vous le disiez, chacun défend, comme tu Mais le c'est disais, pas certain, justement. ils défendent Moi- leur intérêt de classe. Maintenant, Écoute, certains moi, ont je vote intérêt pas comme à ma classe financer sociale, des donc, réactionnaires. Certains ont tendance à financer des mondialistes à outrance, etc. Bon, Moi, voilà. je La peux- réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun capitaliste qui finance l'humanité, par exemple. Je sais pas, t'es peut-être. Moi, je suis plutôt d'origine bourgeoise. Toi, t'es peut-être plus d'origine prolétaire ou je ne sais quoi. Rural. Mais Issu d'un milieu paysan. rural, bon, en l'occurrence, au second tour, t'as voté comme un patron. Moi, au second tour, j'ai voté comme un Comme prolo. tu d'autres vois. patrons, mais non, il y a avait deux candidats qui étaient représentants 77% des patrons du libéralisme, votaient Macron. deux candidats qui étaient représentants du libéralisme, il y en a juste un qui avait un candidat qui avait un projet dangereux, une candidate qui avait un projet dangereux pour notre nation et pour notre République. C'est tout. C'est comme ça que le choix. Mais comment juger ce qui est dangereux de ce qui ne l'est pas? Parce que j'aimerais en profiter, parce qu'il y a eu un appel à voter, à faire barrage à l'extrême voter droite, contre, à voter contre Marine Le Pen, Pen. peu importe qui avait en face, et donc du coup là, en l'état des choses, Emmanuel Macron. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on voit à travers les médias, parce qu'il y a eu cette rhétorique en disant ce que va dire Marine Le Pen elle va forcément se cacher de ses propres velléités potentiellement dangereuses. Comment savoir? Parce que du coup, c'est aussi la question que je pose. Comment on filtre pour ça, l'information qu'on va recevoir des médias et l'idéologie qui va arriver des médias? C'est pas une candidate qui est à égalité avec les autres, parce que les autres, on se dit, bon bah voilà ce qui est écrit dans leur programme, c'est ce qu'ils comptent faire. Bon, peut-être qu'ils vont y renoncer, syndrome Tsipras ou Mitterrand. Personne n'a jamais réalisé son programme de A à Z. C'est ça, mais Marine Le Pen, elle, on suppose qu'elle va aller encore plus loin que son programme. Je pense que ça devait être la seule candidate, surtout avec lorsque le Zemmour, Front National s'est créé, être dans qui cette aujourd'hui case-là. sont les candidats qui la défendent, quelle opinion elle représente, quels sont ses alliés à l'international. Prenons un exemple, Orban. Allons pas plus loin que ça. Ouais. Orban, elle a pour modèle ce que fait Orban dans son pays. Orban, c'est contre l'augmentation des salaires, c'est l'austérité dans les services, dans la fonction publique, c'est le décalage du départ à la retraite, c'est la répression contre les homosexuels. C'est pas la répression contre les homosexuels. Voilà ce que vous défendez. Voilà. C'est une élection très mais justement, je dis pas, c'est très bien la répression contre les homosexuels. Je dis non, je ne pense pas qu'il y ait spécialement une répression des homosexuels. Vous êtes dans votre logique de dédiabolisation d'Orban, mais regardons les faits et voilà. Mais non, mais les faits, c'est qu'il y a une législation pour empêcher les associations LGBT de venir parler de leur lutte dans les écoles. Je pense que si on présentait la chose de la manière suivante, même aux Français, qui est un peuple plus progressiste que les Hongrois, je pense qu'ils le rejetteraient en majorité. On n'a pas envie spontanément que nos enfants, à 6 ans et demi, ils soient confrontés à des associations LGBT qui leur disent « Alors peut-être que tu es un garçon, peut-être que tu es une fille, peut-être que tu n'es ni l'un ni l'autre. » Déjà, c'est pas ce que disent ces associations, elles font avant tout de la si à prévention. 6 ans, on m'avait dit « Tu peux être un vélociraptor », tu vois, moi j'aurais dit « Mais vas-y, let's go, quoi !» Mais c'est pas ce que disent ces associations. Non, c'est mais là, pas ce vous que caricaturez. disent les associations, d'accord, mais j'extrapole. Vous caricaturez. Oui, je caricature volontairement, oui. Oui, puis Orban n'a quand même pas un exemple de démocratie parce qu'il a littéralement eu 95% du temps de parole dans sa propre élection. C'est pas faux sur le débat qui nous anime. Non, ça c'est pas faux. Je sais pas si on pourrait faire des blagues sur les vélociraptors au crayon en Hongrie. Donc, je suis bien content d'être là où on est. Non, mais c'était vraiment ultra intéressant comme débat et j'aime beaucoup justement la nuance que vous êtes capable de mettre. J'aimerais pour terminer du coup avec une question peut-être un peu plus de recommandations, mais au-delà du crayon, parce que je me doute que vous recommandez le crayon, mais quels médias vous inciterez les gens qui nous regardent à aller checker pour justement se renseigner, peut-être comme vous le faites? Si vous devez retenir qu'un média. Moi j'en ai fait la pub pendant tout le long. L'Humanité, forcément. L'Humanité, bien évidemment. L'Humanité et l'Avant-Garde, qui est un journal pour le coup pas du tout neutre, pas du tout indépendant, qui est le journal des jeunes communistes, mais qui est écrit que par des jeunes et qui traite de sujets de jeunesse. Et donc j'invite à aller checker l'Humanité et l'Avant-Garde. Top. Bon, écoute, moi, un seul média, ce serait un peu court. J'aime bien regarder un petit peu tout. Alors en termes de presse, j'ai
j'ai un favoritisme quand même pour certains éditos du Figaro que je trouve extrêmement bons. Après sur internet, le Crayon, après ma propre chaîne sur l'Institut des Libertés par exemple, mais ça c'est peut-être plus à droite, mais parfois je regarde même tu vois l'émission Backseat où il y a Usul, plein de gauchistes, et je trouve ça... Jules est passé dessus l'autre jour, il a trouvé ça super cool. Écoute, moi je trouve ça pas spécialement déplaisant, voilà, c'est très à gauche, donc parfois il me sans me nommer, enfin en me regroupant dans un ensemble, il me traite de facho, bon voilà, j'ai l'habitude, mais ouais, c'est sympa. Il y a d'autres médias comme ça qui sont pas forcément d'accord avec moi et que je trouve sympathique à regarder. Top. Je vous remercie beaucoup les amis, c'était super intéressant, et on se revoit la semaine prochaine pour le débrief. Ciao. Cette émission du Crayon est maintenant terminée. Je compte sur vous pour vous abonner, pour liker la vidéo, pour nous donner aussi votre avis en commentaire. C'est très important de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à débattre, évidemment dans le respect. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Valorant. Ciao.